Notre pays traverse une crise démocratique. Au second tour de l'élection présidentielle de 2022, l'abstention a atteint 28%, un record depuis 1969. Comme en 2017, plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour voter aux élections législatives. Aux élections régionales de 2021, ce sont 2 Français sur 3 qui se sont désintéressés du scrutin. Même les municipales de 2020 ont connu pour la première fois de notre histoire une abstention supérieure à 50%. On a beaucoup disserté sur les causes de ce désamour. On le présente parfois comme une fracture démocratique qui affecte certaines catégories d'électeurs et d'électrices, les jeunes, les plus précaires ou les non diplômés. On s'attache donc à chercher des solutions ciblées pour combler cette fracture. Mais la vérité, c'est que cette désaffection touche désormais toutes les catégories de Françaises et de Français. Il y a quelques jours, le politiste Rémi Lefebvre signait une tribune dans l'Obs pour s'alarmer que la politique n'intéresse plus personne. Ce désintérêt grandissant est renforcé depuis 7 ans par une pratique du pouvoir verticale, autoritaire, brutale et solitaire qui le transforme parfois en dégoût. 47-1, 44-2, 44-3, 49-3, les coups de boutoir constitutionnels qui ont rythmé les débats autour d'une réforme des retraites rejetée par 7 Français sur 10 ont poussé jusqu'à ses limites la logique de la Ve République qui concentre les pouvoirs aux mains de l'exécutif. Le déséquilibre de nos institutions, marqué par la faiblesse des contre-pouvoirs organiques et un exécutif quasi monarchique, n'a eu de cesse de saper la confiance des Françaises et des Français dans nos institutions et le personnel politique. Dans la dernière vague du baromètre de la confiance politique, 64% de nos compatriotes estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien en France. C'est 7 points de plus par rapport à 2022 et 12 points de plus en moyenne que nos voisins européens. C'est bien la pratique actuelle du pouvoir, doublant ce déséquilibre institutionnel d'un mépris pour le Parlement, pour les corps intermédiaires et pour la conscience civique de nos compatriotes qui les écœure. L'historien Patrick Boucheron le dit en des termes définitifs, je cite, « Je n'ai pas l'expérience d'un gouvernement qui ait à ce point méprisé les sciences sociales, l'université, l'exercice collectif de l'intelligence ou le mouvement social, tant de suffisance pour tant d'insuffisance. » L'exercice collectif de l'intelligence, voilà ce que je souhaite remettre à l'honneur par cette proposition de loi constitutionnelle. Alors qu'ils n'aspirent qu'à participer davantage à la vie démocratique de notre pays, les Françaises et les Français se sentent dessaisis du processus de décision publique. La démocratie leur paraît confisquée, comme en atteste aussi la colère et parfois la violence qui s'expriment dans la rue à chaque nouveau passage en force. Pour renouer ce lien de confiance, il est indispensable de remettre les citoyennes et citoyens au cœur du processus de légitimité de la décision politique. Il s'agit de passer d'une démocratie gouvernée, qui infantilise trop les Françaises et les Français, à une démocratie gouvernante, qui leur redonne une voix au chapitre. La modernité dans une démocratie se mesure au degré de participation des citoyennes et citoyens. Et sur ce point, notre pays est très en retard. Il nous faut inventer une démocratie moins intermittente et plus continue pour qu'entre chaque élection perdure la contestation, le dialogue, la délibération permanente entre les gouvernés et les gouvernants. C'est d'autant plus urgent que la défiance de nos compatriotes envers le gouvernement pourrait un jour les pousser à confier nos institutions déséquilibrées à des forces politiques qui y trouveraient tous les moyens de faire avancer un agenda illibéral
antisociale et antidémocratique. Notre République a besoin d'un nouveau souffle. La culture civique et les nouvelles solidarités dont nous aurions besoin pour construire une société apaisée et rassemblée sont en contradiction radicale avec la gestion paternaliste et la passivité populaire que produit notre Constitution. Convention citoyenne, budget participatif, tirage au sort, jury citoyen, droit de pétition, consultation locale, droit d'initiative citoyenne. Les Françaises et les Français doivent être plus souvent associés aux décisions qui les concernent. C'est d'ailleurs ce qu'ils réclament, puisque 68% d'entre eux pensent que la démocratie fonctionnerait mieux en France si les citoyens et citoyennes étaient associés de manière directe à toutes les grandes décisions politiques de notre pays. Alors que nos concitoyens et concitoyennes sont plus éclairés, plus informés que jamais, l'heure est venue de faire confiance au peuple et d'être fidèles à l'article 3 de notre Constitution, qui dispose en son premier alinéa que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. C'est en partie pour répondre à cette aspiration qu'à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2008, nous avions introduit à l'article 11, alinéa 3 de notre Constitution, un référendum dit d'initiative partagée, le RIP. Et pourtant, presque 10 ans, jour pour jour, après la promulgation des lois du 6 décembre 2013 portant application du référendum d'initiative partagée, aucun RIP n'a pu être mis en œuvre. Aucune des 5 propositions de RIP enregistrées depuis 2019 n'a pu surmonter le parcours semé d'embûches qui mène au référendum. 185 signatures de parlementaires, 4 800 000 signatures de citoyens et citoyennes inscrits sur les listes électorales, les fourches caudines du Conseil constitutionnel à passer et la bienveillance dans une ultime étape du Parlement. Chacun s'accorde aujourd'hui à dire que les concepteurs du RIP ont tout fait pour qu'il soit inapplicable. Je me réjouis d'ailleurs de constater que le rapporteur admet que les garde-fous posés pour encadrer le recours à la procédure du référendum d'initiative partagée se sont révélés de véritables herses juridiques et qu'il partage le constat de la nécessaire clarification et de la simplification de la procédure du référendum d'initiative partagée. L'ambition de ce texte n'est pas plus grande que cela. Et sa méthode est simple. Il s'appuie sur l'expérience de ces 10 dernières années et sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour lever les verrous qui empêchent l'expression directe du peuple. Un léger élargissement du champ d'application du référendum, un abaissement du seuil de signature de parlementaires à 93, un abaissement du seuil de signature citoyenne à 1 million, l'octroi de l'initiative aux citoyens eux-mêmes, l'explication du veto accordé au Parlement pour empêcher la tenue du référendum. Je sais bien qu'il est difficile, pour les parlementaires que nous sommes, de partager le peu de pouvoir que nous accorde la Constitution de la Ve République. Mais il n'y a pas d'opposition entre, d'un côté, le référendum qui serait suspect par nature et, de l'autre, le Parlement qui serait irréprochable par nature. Les deux ont des vertus et cette opposition, si elle est idéologique, en tout cas ne correspond pas à l'esprit de la Constitution, ni dans son article 3, ni dans son article 11. En démocratie, le peuple est souverain. N'oublions jamais que nous en sommes ici de modestes représentantes et représentants. À ce titre, notre rôle est de tout faire pour faciliter son expression. Le propre de la démocratie, c'est qu'elle ne cesse jamais de s'approfondir, sinon elle meurt. N'ayez pas peur, faites confiance aux Françaises et aux Français
et montrez-leur en retour qu'ils peuvent à nouveau avoir confiance dans les institutions de leur République. La question du référendum a animé les débats d'entre-deux tours de la présidentielle qui opposait le candidat Renaissance à la candidate d'extrême droite. Emmanuel Macron avait notamment annoncé à l'époque ne pas exclure une consultation des Français sur son projet de retraite, une excellente proposition qu'il a courageusement concrétisée, comme tout le monde sait. De la même manière, au cours de son mandat précédent, il avait envisagé de soumettre les positions de la Convention citoyenne pour le climat au référendum. Là aussi, ça a été courageusement mis en application. Quant à Marine Le Pen, elle ne proposait pas grand-chose constitutionnellement, sinon la possibilité de mettre en place un RIC qui permettrait de consulter les Français sur des sujets de société, sur la priorité nationale par exemple, ou sur l'immigration, toute ressemblance avec des propositions actuelles est bien entendu fortuite. Cette proposition de consultation sur l'immigration a été temporairement partagée par Emmanuel Macron, qui l'a annoncé avec le talon d'un horloger en plein examen du projet de loi d'immigration, avant de le retirer. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il rebrousse chemin sur la question de la transformation de nos institutions. En 2019, il avait déjà proposé de modifier les dispositions du champ référendaire et du référendum d'initiative partagée. Et là encore, il a enterré ces possibilités après les rencontres de Saint-Denis. Si on résume, la pratique référendaire française renvoie à un instrument qui est avant tout présidentiel, dont la pratique est délaissée depuis un peu plus de 20 ans. Cela distingue notre pays des autres démocraties occidentales, où le peuple peut se saisir sur un champ plus vaste de sujets et où le recours à cet outil est bien plus fréquent. Le problème du référendum en France, on l'a dit, c'est qu'il a une tendance et une dérive plébiscitaire depuis l'Empire et après. Cependant, Monsieur le garde des Sceaux, vous avez parlé de l'article 11, mais tout au départ, dans les travaux préparatoires de la Constitution, le champ de l'article 11 était bien plus étendu et ce n'est qu'avec un accord entre les forces politiques et le général de Gaulle qu'il s'est vu restreindre. On comptait donc donner une place à ce dispositif. Cependant, notre pays n'a pas connu de référendum depuis 2005, malgré l'initiative que représente le référendum d'initiative partagée introduit en 2008. 6 tentatives, 6 échecs d'une certaine façon, malgré une fois la possibilité d'avoir atteint 1 million de signatures. Ce ne sont plus des garde-fous, ce sont des murailles en matière de seuil, en matière de signature, en matière de dispositions réglementaires. Nous ne nous satisfaisons pas de ce déficit démocratique. Et on considère, en ce qui nous concerne, qu'il ne s'agit pas d'un outil contre la démocratie, il ne s'agit pas de considérer, comme le disait Nicolas Sarkozy, que le peuple n'est pas assez intelligent en soulignant l'intérêt de cette mesure. On l'a dit, l'article 3 de notre Constitution divise la souveraineté entre, d'une part, les représentants, d'autre part, la voie du référendum. Si l'on n'utilise pas les outils démocratiques dont nous disposons, nous les remettons en cause. Et c'est ce qui se passe dans le cas du référendum d'initiative partagée. Il faut que les citoyens puissent donner leur avis, puissent donner un avis. Reprenons les arguments qui sont énoncés contre la proposition de notre collègue Yan Chantrel. On ne pourrait pas étendre aux politiques fiscales, puisque cela relève du Parlement, ça a été dit encore par vous, monsieur le garde des Sceaux. Ce serait faire peu de cas alors de l'article 13 et de l'article 14 de la DDHC sur l'égalité et le consentement à l'impôt qui sont intégrés au bloc de constitutionnalité. Je dirais également à nos collègues les Républicains que la proposition de loi constitutionnelle qu'ils proposent ne s'encombre pas des mêmes subtilités, loin de là. Nous divergeons sur les priorités. Celle de la gauche, c'est la justice fiscale pour plus d'égalité. Celle de la droite, c'est l'immigration. Sur la modification des seuils, je ne vais pas aller très loin. Quand on considère qu'il s'agit juste de déclencher la procédure, on peut voir que dans d'autres pays, notamment le Portugal, les Pays-Bas ou l'Italie, eh bien, les seuils sont comparables. Cela ne pose pas de problème. Sur la possibilité d'une initiative citoyenne qui serait trop complexe, je rappelle que cette possibilité a été proposée en 2008 par des députés socialistes, ainsi
que par des sénateurs de droite qui, a priori, n'étaient pas de dangereux zadistes. Enfin, sur la question du verrou technique lié à l'examen d'une proposition de loi référendaire par les assemblées, nous avons fait introduire une disposition dans le règlement du Sénat. La proposition de notre collègue permet de lever toutes les difficultés. Alors, pour paraphraser Bertolt Brecht, ce n'est pas parce que les citoyens ne pourraient ne pas être d'accord avec le gouvernement qu'il faut dissoudre le peuple. La possibilité que nous réclamons, c'est de rendre la parole aux citoyens. Pour cela, il nous faut leur donner des modalités d'expression et de participation. C'est le sens de la proposition de loi de notre collègue Chantrel et du groupe socialiste, parce que nous pensons que donner la parole au peuple, c'est lui reconnaître sa légitimité de constituant et donc rendre ses lettres de noblesse à notre démocratie française.